Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infotémis, nous avons course de camions au Témiscamingue, des passionnés étalent le fuel dans leurs veines. Un mois au Guatemala pour mieux comprendre les travailleurs étrangers du Témiscamingue. Sébastien Lemire annonce un investissement de près d'1 million de dollars pour nos aînés en région. Forêt et changement climatique, il faut agir vite. Malartic aura son écoquartier. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Le lac Témiscamingue, près de Saint-Bruno-de-Guigue, a vibré samedi dernier sous une quarantaine de moteurs de camions, alors que ces mastodontes s'affrontaient lors de courses sur glace. C'était là une occasion de redorer le blason des camionneurs qui pratiquent un métier mal vu selon des participants. David Dussault est un passionné de camions et d'adrénaline. Cette admiration se transmet dans sa famille de père en fils, comme le fuel qui coule dans ses veines. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison qu'il désirait relancer l'an dernier les courses de 10 roues sur glace au Témiscamingue. Les camionneurs, ce sont eux qui transportent tout ce que nous avons à la maison. C'est une façon de les remercier pour qu'ils viennent s'amuser avec leurs camions et leurs familles. Monsieur Dussault rappelle que cette vocation largement masculine se conjugue aujourd'hui au féminin. Ce tournant, l'organisation le reflète en laissant les femmes participer aux courses, une nouveauté par rapport à l'an dernier. 40 camionneurs étaient inscrits aux courses en plus de 8 femmes. Les courses opposent cette année les camionneurs par vague de 2. L'objectif est de compléter 2 tours de piste sans délai, le tout sur la glace du lac Témiscamingue avec les virages serrés que crée la piste en forme d'ovale. Le comité organisateur espère organiser de nouvelles courses l'hiver prochain pour une 3e année de suite. Les organisateurs aimeraient en faire un événement récurrent. Voici les résultats des courses de 10 roues sur glace. Première position, Guillaume Bibeau. Deuxième position, Daniel Murray. Troisième position, Jordan Larivière. Quatrième position, Franco Touzin. Et pour la catégorie féminine, première position, Claudia Roy. Deuxième position, Charlotte Ranoux. TV Témis était sur place pour capter le tout. On vous offrira prochainement un reportage complet de l'événement. Normand Bergeron dresse un bilan positif de ses premiers 100 jours en tant que maire de Laverlochère-Anglier. Il se dit satisfait, entre autres, des avancées dans le dossier de l'eau potable. La fin des installations est toujours prévue pour cette année. Rappelons que, malgré des améliorations au courant des dernières années, l'eau n'est toujours pas potable du côté d'Anglier, et ce, depuis 2008, et plusieurs avis d'ébullition ont été émis au courant des 30 dernières années. Depuis quelques mois, le maire dit avoir belle ambiance de travail avec sa nouvelle équipe de conseillers. Rappelons que la municipalité était sous tutelle à la suite de 4 démissions au sein du conseil municipal en septembre dernier. Bien que le dossier de l'eau potable reste la priorité du maire Bergeron, d'autres projets d'infrastructure sont aussi sur la planche à dessin, notamment en vue du 100e anniversaire d'Anglier qui se tiendra les 19 et 20 juillet prochains. Le Centre multifonctionnel de l'Est, Témiscamien, souhaite rénover sa cuisine pour élargir son offre d'activités à Belleterre. L'organisme reçoit un soutien de 89 694 $ du Fonds Région et Ruralité du gouvernement provincial pour agrandir l'espace et remplacer les installations désuètes. L'investissement est prometteur pour le village de 300 âmes et l'ensemble de la population de l'Est du Témiscamingue. Puisque Belleterre n'avait pas de restaurant sur place ni de cuisine communautaire, la municipalité a décidé de demander des fonds pour pouvoir s'organiser de façon convenable. Les rénovations permettront à l'équipe bénévole de la cuisine de nourrir encore plus de gens. La nouvelle cuisine pourrait voir le jour au cours de l'automne 2024.
Le bâtiment situé dans le village de Belle-Terre est connu pour accueillir des tournois de curling sur glace naturelle. Le Centre multifonctionnel de l'Est témiscamien a l'habitude d'être l'hôte de repas avec des thématiques variées, passant du brunch de cabane à sucre au souper de poisson. Une fin de semaine par année est consacrée au Bonspiel de la Saint-Valentin, un tournoi de curling qui attire plusieurs personnes. La fête nationale est aussi un bon prétexte au centre multifonctionnel pour partager un repas en groupe. Le comité étudie présentement la possibilité d'ouvrir les fins de semaine d'hiver pour les motoneigistes. La Société d'histoire du Témiscamingue est en grande campagne de recrutement afin d'augmenter le nombre de membres pour l'année 2024. Actuellement, l'organisme compte 473 membres à son actif. L'objectif fixé par le conseil d'administration est d'atteindre les 500 membres. Marie-Hélène Brault, présidente du conseil d'administration depuis le printemps dernier, remplace Thérèse Cardinal, qui a dû quitter son poste de présidente pour des raisons de santé. Depuis quelques semaines, Mme Brault est donc en quête de membres pour que la Société d'histoire du Témiscamingue atteigne son objectif. Être membre a ses avantages, dont un accès privilégié lors d'expositions, de lancements ou autres événements, ainsi qu'un abonnement à la Minerve, un bulletin d'information publié une fois l'an dans lequel on peut y lire différents articles au sujet de l'histoire témiscamienne. Elle espère que toute cette publicité incitera les gens du Témiscamingue à consulter davantage les archives de la Société d'histoire du Témiscamingue, qui sont accessibles à toute la population. Le but est aussi d'attirer une nouvelle clientèle plus jeune afin qu'elle découvre les trésors qui se cachent dans les locaux de la Société d'histoire du Témiscamingue, situés au sous-sol du Palais de justice de Ville-Marie. 3 mandats sont confiés à cet organisme à but non lucratif, dont l'acquisition de documents relevant du domaine privé ou ayant appartenu à des organismes sociaux et culturels, ainsi qu'à des entreprises privées, commerciales ou agricoles, dans le but de les archiver. Monographies, photos, documents textuels ou informatiques, films, CD, DVD, ce sont toutes des acquisitions à saveur témiscamienne qui contribuent à la richesse des archives de la Société d'histoire du Témiscamingue. La conservation fait partie aussi des mandats afin de prolonger la durée de vie des documents, notamment avec le contrôle de la température, de l'humidité et de la luminosité. Enfin, la Société d'histoire du Témiscamingue diffuse l'histoire témiscamienne de différentes façons, soit par des expositions, des conférences, des chroniques à la radio, des publications, etc. Elle célébrera cette année ses 75 ans d'existence. Des activités et des surprises seront annoncées le 22 avril prochain pour le lancement officiel des festivités. Pour ceux intéressés, 2 postes demeurent vacants au conseil d'administration. Une femme du Témiscamingue a démarré une entreprise afin d'accompagner les travailleurs étrangers temporaires. Pour mieux comprendre la réalité sur le terrain, elle a suivi du Guatemala jusqu'au Québec le parcours de l'un de ces travailleurs. Megan Sigouin, gestionnaire des ressources humaines à la ferme Barry-Bonlait de Lorrainville, s'est rendue dans la famille de Kérin Gabriel Ramirez Santos, un employé en congé chez lui entre 2 contrats de travail. Le travail d'agriculteur se pratique différemment au Guatemala et Mme Sigouin espère pouvoir bien l'illustrer aux producteurs d'ici. L'embauche d'un travailleur étranger temporaire est souvent un processus ardu pour les producteurs agricoles. En accompagnant M. Ramirez Santos dans l'ensemble de ses démarches, Megan Sigouin a réalisé l'ampleur de la tâche pour un travailleur. Des heures de route sont nécessaires pour assembler la totalité des documents pour le permis de travail. Chaque document s'accompagne d'un coût. Les nouveaux travailleurs peuvent s'attendre à débourser une somme d'environ 2 600 $, sans compter le transport entre le village et l'aéroport. Megan Sigouin a aussi profité de son voyage pour visiter un ancien employé de la ferme Barry-Bonlait. Les fermiers de la place et la Témiscamienne ont échangé sur leur façon respective de travailler auprès des bovins.
L'entrepreneur a aussi donné des cours de français de base à ceux et celles qui en démontraient l'intérêt. Pour faciliter la vie des producteurs agricoles, Megan Sigouin a fondé son entreprise, la Zone espagnole MS. L'intégration des nouveaux employés peut s'avérer complexe pour un producteur qui ne parle pas l'espagnol. À l'arrivée d'un travailleur étranger temporaire, les démarches sont nombreuses, surtout si c'est un premier contrat au Québec. Il faut aller ouvrir le compte de caisse, aller chercher le numéro d'assurance sociale, faire l'inscription au régime d'assurance maladie du Québec, faire la première épicerie, passer à la pharmacie, expliquer comment on conduit au Québec. Elle doit également faire le tour de la maison avec le nouvel employé pour lui expliquer comment fonctionne le micro-ondes, la laveuse et la sécheuse. Les producteurs qui font appel au service de Mme Sigouin peuvent aussi lui confier la tâche de préparer le contrat de travail. Megan Sigouin offre des cours de francisation ciblés pour le milieu agricole. L'entrepreneur a adapté les cours existants en développant son propre cahier pour enseigner des phrases reliées à la sécurité sur une ferme, par exemple. Le travailleur va être en mesure de nous dire qu'est-ce qui arrive avec les animaux dans notre langue pour qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. Pour l'instant, les cours sont donnés à distance, mais l'objectif est de réunir des travailleurs hispanophones de la région pour offrir les cours directement à l'étable. En plus de devoir s'adapter aux réalités d'ici, être éloigné de sa famille est de loin l'aspect le plus difficile, car en principe, le travailleur s'absentera de la maison pour une période de 10 mois. Une poursuite policière a monopolisé plusieurs voitures de patrouille sur le boulevard Témiscamingue à Rouyn-Noranda mardi passé. Selon la Sûreté du Québec, vers 10h45, les policiers ont reçu l'information qu'une dame s'était désorganisée et qu'elle se trouvait au volant d'un véhicule. On craignait pour sa sécurité. Les policiers ont essayé de la localiser. Vers 11h20, ils l'ont trouvée alors qu'elle circulait sur la route 391 dans le secteur de Rimini. Un policier a tenté de l'intercepter, mais la femme n'a pas immobilisé sa voiture. Une poursuite a alors débuté. Pendant une dizaine de minutes, plusieurs voitures de police l'ont poursuivie, traversant même le quartier de Baudry à 2 reprises à sa suite. Un tapis de clous a été déployé, mais la conductrice en fuite a réussi à l'éviter. Elle s'est finalement immobilisée par elle-même juste à la sortie de Baudry, direction nord, sans que personne ne soit blessé. La jeune femme de 33 ans de Lorrainville a été transportée au centre hospitalier pour recevoir les soins appropriés. Des accusations criminelles pourraient être portées contre elle. Le député du Bloc québécois d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, est heureux des investissements de 995 882 $ dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés. Ainsi, 45 projets seront financés pour les organismes et les personnes âgées de la circonscription. Il s'agit d'une augmentation de presque 250 000 $ par rapport à l'an dernier. De plus, 8 projets supplémentaires ont été financés comparativement à la dernière année. Chaque année, depuis plusieurs années, les organismes œuvrant auprès des aînés déposent des demandes. Notre population vieillit et les besoins augmentent sur notre territoire. Notre équipe travaille fort pour promouvoir ce programme. Je suis donc très heureux que pour une autre année, nous puissions financer plus de projets. Nous espérons encore néanmoins que les budgets pour ce programme soient augmentés parce que les organisations qui travaillent auprès des aînés ont d'énormes besoins. Chaque projet soutenu a un impact parce qu'il contribue à la qualité de vie des petites communautés de notre territoire. C'est une façon de continuer de soutenir nos aînés dans leur communauté en leur offrant des activités ou des services essentiels. Encore cette année, le député demande des simplifications au programme. En constatant les résultats de nos organismes, on peut affirmer qu'il s'agit d'un programme qui a une certaine attractivité. Cependant, le processus demeure complexe pour des aînés bénévoles quand on le compare à d'autres programmes ayant des sommes similaires. Toujours en lien avec les aînés, M. Lemire se réjouit que le projet de loi du Bloc québécois visant à hausser la pension de la sécurité de la vieillesse pour tous les aînés à compter de 65 ans
ait franchi une nouvelle étape charnière alors qu'il a été adopté à l'unanimité en comité. Rappelons qu'Ottawa avait augmenté la pension de la vieillesse à partir de 75 ans, ce qui avait créé 2 classes d'aînés. Pour Sébastien Lemire, ce projet de loi répond à une demande des citoyens de la région. Plus de 5000 personnes avaient signé sa pétition pour demander la hausse de la pension pour les aînés de 65 à 74 ans. On le sait, avec la situation actuelle et l'inflation, le coût de la vie de nos aînés a nettement augmenté. Durant ses consultations auprès des aînés, à travers son comité aviseur, la question du revenu a souvent été soulevée. Il s'agit d'une mesure qui aidera beaucoup de ces personnes qui ont contribué à construire l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Le travail n'est pas terminé toutefois. Le gouvernement Trudeau doit octroyer la recommandation royale du projet de loi C-319 afin qu'il soit adopté par la suite en 3e lecture au Parlement et par le Sénat. Nous poursuivrons le travail jusqu'à l'aboutissement de ce projet de loi. L'Orchestre symphonique régional rendra hommage à la beauté de l'Abitibi-Témiscamingue lors de ses prochains spectacles. Intitulé « De forêts, de lacs et de rivières », le concert sera présenté à Amos, Rouyn-Noranda, Lassar et Val-d'Or. C'est lors de ses nombreux déplacements à travers la région que la thématique du concert est venue à l'esprit du chef d'orchestre et directeur Jacques Marchand. Notre nature est inspirante. Belle et sauvage, c'est ainsi que l'Abitibi-Témiscamingue se définit dans sa tête. Mais au fond, que ce soit une forêt, un lac ou une rivière, l'impression ressentie est la même chez tous les êtres humains. Beauté, profondeur et mystère. Les feux de forêt de l'été dernier ont occasionné plus d'activités dans le secteur forestier. Les transporteurs de bois en longueur sont plus présents sur les routes cet hiver, surtout dans les MRC Abitibi et Abitibi-Ouest. La Sûreté du Québec, épaulée par le contrôle routier, a intensifié ses interventions auprès des véhicules lourds et des automobilistes depuis le début de l'année. La conduite non adaptée est l'une des principales causes de collisions mortelles dans lesquelles les véhicules lourds sont impliqués. Les conducteurs de poids lourds doivent donc adapter leur conduite aux conditions climatiques, respecter la signalisation en place dans les municipalités, ne jamais suivre un autre véhicule de trop près, s'assurer de ne pas chevaucher ou franchir la ligne médiane lors d'un virage. Les automobilistes doivent, de leur côté, s'assurer d'être visibles, éviter de rester dans les angles morts d'un véhicule lourd, être certain d'avoir suffisamment de temps et d'espace lors du dépassement d'un camion. Automobilistes et camionneurs sont responsables de respecter le code de la sécurité routière et d'être courtois afin d'assurer la sécurité de tous. Un projet d'écoquartier verra le jour à Malartic au cours des prochains mois. Le promoteur, les constructions Benoît Doyon, s'est porté acquéreur d'un lot pour y aménager un projet de développement résidentiel durable dans le secteur du camping. Jusqu'à 22 unités y seront construites, soit des petites maisons unifamiliales, des jumelés et des triplex. L'objectif est de construire des maisons à haute performance énergétique, notamment en orientant la fenestration vers le sud et en les dotant d'une isolation supplémentaire. Marilyn Doyon, directrice générale de construction Benoît Doyon, mentionne que la région vit un manque de maisons et que la construction entraîne un coût environnemental élevé. Les constructions Benoît Doyon désirent répondre à un besoin tout en étant conscient que tout le monde doit faire sa part pour l'environnement. L'objectif du promoteur est de préserver au maximum les espaces verts et la forêt dans son quartier et d'aménager des espaces communs. L'eau de pluie des maisons sera récupérée pour créer un bassin central qui servira aussi à irriguer des jardins communautaires. Un parc de jeux pour enfants et des espaces de rassemblement sont également prévus. Un autre but est d'amener les gens à partager et vivre en communauté selon les valeurs du projet. Ce sera à eux d'entretenir ce milieu-là parce que ce sont eux qui vont en bénéficier. Le message véhiculé, c'est que ce n'est pas juste ta maison qui est important, c'est aussi tout ton voisinage.
C'est la valeur ajoutée au projet. Les travaux d'aménagement vont débuter dès cet été avec la construction d'une nouvelle rue, moins large que la normale et sans pavage, qui traversera le quartier. La ville de Malartic accueille le projet avec enthousiasme dans un contexte où elle cherche activement à amenuiser sa pénurie de logements. Le conseil municipal a adopté un règlement pour autoriser ce projet particulier de construction. Malartic assurera aussi la desserte des services et l'éclairage du futur quartier, en plus de s'occuper de l'entretien du parc situé en son centre et 2 stationnements incitatifs avec bornes de recharge électrique. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de vivre dans un quartier comme celui-là qui a un statut particulier. Mais c'est un projet moderne qui répond à une certaine tranche de la population. Ce projet vise de jeunes couples ou encore des retraités ou des personnes seules. Il y a tout de même beaucoup de gens qui cherchent une maison plus petite, plus axée sur l'écologie. La demande est là. Des gens ont déjà manifesté leur intérêt. Ça diversifie l'offre sur le marché. Le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier, plaide pour des actions rapides afin de mieux adapter la forêt au changement climatique. Selon lui, il faut revoir l'aménagement des forêts et favoriser le reboisement sans attendre afin d'assurer la pérennité de la forêt pour les futures générations. Les feux de forêt historiques de l'été dernier entraîneront une baisse importante de la récolte des bois en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Il est donc urgent d'intervenir selon le forestier en chef, dont le travail est de déterminer la possibilité forestière au Québec, soit le volume de bois pouvant être récolté tout en assurant le renouvellement de la forêt. Il rappelle que la forêt publique est immense et que chaque année, l'industrie forestière récolte 0,9 % des 23,6 millions d'hectares de forêt disponibles. M. Pelletier réitère qu'il faut adapter la forêt avec des essences d'arbres plus résilientes au feu, que ce soit par la famille des pins ou par une façon d'aménager notre territoire avec des coupe-feux. Ça peut aussi être d'avoir une proportion de feuillus un peu plus importante. Le forestier en chef du Québec propose aussi de prioriser 3 axes. D'abord, la protection en lien avec l'objectif de protéger 30 % du territoire d'ici 2030, l'utilisation multi-usage du territoire et l'intensification des travaux sylvicoles dans certaines zones. Il pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on fait bien les choses actuellement? C'est sain de se poser la question. Ce qu'on fait de bien doit être maintenu. C'est dans cette optique que le forestier en chef a proposé en septembre dernier à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, une réflexion sur l'aménagement forestier du Québec. Il se réjouit de la décision de la ministre de lancer à son tour des tables de réflexion sur l'avenir de la forêt, dont celle qui se tiendra à Rouyn-Noranda le 26 mars prochain. La population est invitée à participer à cette table justement pour établir ce dialogue et cette vision commune sur qu'est-ce qu'on veut de notre forêt et la remise en question de nos pratiques actuelles. Tout le monde n'a pas la même vision, ce qui est sain. Cette diversité doit s'exprimer, mais à la fin, il faut qu'il y ait un consensus, une vision commune à laquelle on adhère pour qu'on avance. Le forestier en chef du Québec a profité de sa tribune pour saluer le travail des entrepreneurs forestiers et des scieries qui récoltent et transforment en ce moment les arbres affectés par les incendies de forêt de l'été dernier. Pour chaque hectare qui est récolté en bois brûlé, on ne récolte pas 1 hectare de bois vert. Dans les calculs de possibilités forestières, c'est donc important d'établir le portrait de départ. Qu'est-ce qui a été récolté? Qu'est-ce qui a été brûlé, puis quel volume est ressorti dans nos calculs. C'est une information de base essentielle au début de nos travaux. Jamais tout le bois brûlé ne sera récolté. C'est impossible, c'est trop grand. En revanche, tout ce qui sera fait est bienvenu et sera considéré dans les calculs. Toute l'année et particulièrement pendant la période des impôts, vous recevez des communications de la part de Revenu Québec. Comment distinguer les messages frauduleux des vrais messages?
Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à reconnaître les principaux pièges tendus par les personnes qui fraudent. Soyez alerte et portez attention aux signaux. Vous avez un doute sur une communication que vous avez reçue de la part de Revenu Québec? Voici donc les pratiques de Revenu Québec en matière de communication. Premièrement, Revenu Québec ne vous avisera jamais par courriel ni par texto d'un paiement. Deuxièmement, Revenu Québec ne vous demandera jamais par courriel ni par texto vos renseignements personnels. Troisièmement, Revenu Québec ne laissera jamais de message téléphonique contenant des données confidentielles. Quatrièmement, Revenu Québec ne vous avisera jamais par courriel ni par texto qu'il n'a pas reçu votre déclaration de revenus. Cinquièmement, Revenu Québec ne communiquera jamais de renseignements confidentiels vous concernant à une personne sans votre autorisation. Alors, ne mordez pas l'hameçon et demeurez vigilant en tout temps. Selon un récent sondage de la compagnie Flow, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, la majorité des conducteurs et conductrices de véhicules électriques se fient aux bornes de recharge rapide à courant continu pour les longs trajets. Le temps de recharge n'est pas un temps inactif. Pendant que leur véhicule se recharge à une borne rapide, 51% des personnes interrogées utilisent les commodités du site. L'enquête a révélé que 29% des propriétaires de véhicules électriques n'avaient pas de borne de recharge installée à leur domicile, ce qui souligne la nécessité d'une infrastructure publique fiable. L'enquête a également révélé une utilisation diversifiée des types de bornes de recharge, soit 35% des personnes utilisent des bornes de niveau 2, 27% utilisent des bornes de recharge rapide et 31% un mélange des deux. Cette diversité souligne la nécessité d'un réseau complet qui offre à la fois des recharges rapides et des solutions de recharge de niveau 2 qui peuvent nécessiter plus de temps, et un réseau qui soit conçu pour les électromobilistes qui vivent dans différents types d'habitations. La plupart des électromobilistes restent dans leur localité et dans le rayon routier qu'une seule nuit de recharge peut offrir. 30% des répondants canadiens ont déclaré rouler entre 151 et 250 km par semaine, tandis que 37% des répondants américains ont déclaré rouler entre 161 km et 322 km par semaine. L'enquête démontre le besoin de solutions de recharge plus robustes à travers l'Amérique du Nord, permettant aux électromobilistes de se brancher où qu'ils soient, au travail, à la maison ou en déplacement. Les commentaires de près de 40 000 conducteurs et conductrices de véhicules électriques sont extrêmement instructifs et soulignent l'efficacité des réseaux de recharge à domicile et public pour soutenir la vie quotidienne de la plupart des électromobilistes et offrir la meilleure expérience de recharge, une session de recharge à la fois. L'enquête soutient le développement du réseau de bornes de recharge rapide que Flow possède et exploite. Le programme utilisera principalement la nouvelle borne Flow Ultra qui offre 2 ports de recharge, une avec une puissance allant jusqu'à 320 kW. La borne Flow Ultra rechargera la plupart des nouveaux véhicules électriques à 80% en 15 minutes. La borne aura la capacité future d'atteindre 500 kW lorsque jumelée à une deuxième borne Flow Ultra. La conception de la borne Flow Ultra, axée sur l'expérience d'utilisation, ses performances fiables et sa facilité d'utilisation en font la borne de recharge idéale pour les lieux qui comprennent des restaurants, des toilettes et d'autres commodités. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Flow, visitez flow.com. Avec son 6e budget, qui pourrait être le plus déficitaire de l'histoire, le grand argentier du Québec, Éric Girard, promet de déposer l'an prochain un plan de retour à l'équilibre budgétaire dont l'atteinte est repoussée à 2029-2030. D'ici là, il lance un chantier pour optimiser les dépenses de l'État. Voici 6 choses à savoir sur le budget de cette année. En 2024-2025, le ministre des Finances, Éric Girard,
prévoit un déficit de 11 milliards de dollars après versement au Fonds des générations et incluant une provision pour éventualité, ce qui pourrait être plus imposant qu'au pire de la pandémie. Ce déficit est tributaire d'un contexte économique et climatique difficile, mais il est également nécessaire pour améliorer dès maintenant les services à la population. Dans ce contexte, le retour à l'équilibre budgétaire qui était prévu pour 2027-2028 est désormais repoussé en 2029-2030. Un nouveau plan pour y arriver doit être annoncé dans le prochain budget. Le poids de la dette nette du Québec sera de 39 % au 31 mars 2024. Le gouvernement veut le réduire à 30 % du PIB d'ici 2037-2038 en rétablissant, entre autres, l'équilibre budgétaire. Pour retrouver l'équilibre budgétaire, le ministre des Finances entreprend ce printemps une importante opération d'optimisation des dépenses de l'État. Ce chantier doit générer des revenus additionnels de 2,9 milliards d'ici 5 ans. Des aides fiscales aux entreprises seront révisées pour réduire leurs coûts de 1 milliard sur 5 ans. Les principales entreprises du gouvernement, soit Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la Société des alcools du Québec, la Société québécoise du cannabis et Investissement Québec, devront également effectuer des efforts d'optimisation et d'efficience équivalents. Un investissement au montant de 96,5 millions sur 5 ans est prévu pour renforcer le contrôle fiscal et la lutte contre les crimes économiques. Québec prévoit que ces mesures permettront de gérer des revenus supplémentaires de 660 millions sur la même période. L'économie a fait du surplace en 2023, mais le taux de chômage est malgré tout resté largement en deçà de celui de l'ensemble du Canada et le plus faible parmi les provinces. Dans ce contexte, le ministre des Finances prévoit que la croissance du PIB réel sera modeste en 2024 pour atteindre 0,6 %, mais qu'elle devrait s'accélérer l'an prochain, en 2025 à 1,6 %. L'économie du Québec est bien positionnée pour amorcer une reprise durable au deuxième semestre de l'année 2024 de manière synchronisée avec la baisse graduelle des taux d'intérêt et la diminution de l'inflation. Un montant de 443 millions sera investi sur 5 ans pour stimuler la croissance économique et mettre en place des laboratoires industriels, soutenir les secteurs de l'aérospatial, de l'aluminium et des nouvelles technologies, entre autres. En même temps qu'il déploie la nouvelle agence Santé Québec, le gouvernement investit près de 3,7 milliards sur 5 ans et plus exactement 730 millions cette année pour appuyer une organisation humaine et efficace des soins de santé et des services sociaux. Concrètement, le ministre Éric Girard attribue 1,8 milliard pour l'accès aux soins et la fluidité dans les hôpitaux, 1,1 milliard pour maintenir la qualité des soins et les services aux aînés et 738 millions aux services sociaux. Ces sommes sont toutes ventilées sur 5 ans. Le gouvernement croit obtenir des revenus additionnels de 300 millions sur 5 ans en effectuant 2 hausses de la taxe sur les produits du tabac de 2 $ chacune par cartouche de 200 cigarettes, effectives le 13 mars 2024 et le 6 janvier 2025. Québec prévoit un relèvement considérable des dépenses de 818,7 millions sur 5 ans pour ajouter des investissements dans le soutien à la réussite des élèves, dans la rétention et l'attraction du personnel scolaire, pour soutenir plusieurs organismes et pour s'attaquer aux problèmes récurrents de la vétusté des écoles. Une somme de 420 millions de dollars sur 5 ans est destinée aux universités et au secteur des études supérieures pour favoriser la réussite et la rétention des étudiants, soutenir les formations jugées prioritaires, accroître et entretenir les logements étudiants. Les consommateurs de véhicules électriques peuvent encercler le 1er janvier 2027 au calendrier, date à laquelle le gouvernement mettra fin à rouler vert. En vertu de ce programme qui sert d'incitatif pour électrifier le parc automobile, Québec verse jusqu'à 7 000 $ à un acheteur d'un véhicule entièrement électrique jusqu'au 31 décembre prochain. Ce montant sera décroissant ces prochaines années et prendra fin au 1er janvier 2027.
En matière de lutte contre les changements climatiques, le ministre Éric Girard prévoit une somme de 128 millions de dollars sur 5 ans, incluant 29 millions pour augmenter la capacité de la Sopfeu à combattre les incendies de forêt. Une somme de 102 millions de dollars sur 5 ans sera destinée à améliorer la sécurité des citoyens dans le cadre des changements climatiques, comprenant une enveloppe de 61 millions pour agir face à la hausse des sinistres majeurs. À l'étranger, comme au Canada, faire du terrain comme journaliste, c'est mettre à risque sa sécurité physique, mais aussi psychologique. Le simple fait de rapporter des événements ne garantit aucune protection. Anthony Feinstein, professeur de psychiatrie à l'Université de Toronto, a commencé ses recherches sur la santé mentale des journalistes il y a environ 20 ans. Étant l'un des premiers à se pencher sur la question, le chercheur a rapidement attiré l'attention des médias. La minorité qui souffre de syndrome post-traumatique, de dépression ou d'abus de substances souffre plus que la population en général. Et c'est surtout celle qui travaille en zone de guerre ou de conflit. À travers les dangers, un journaliste a toujours suivi cette règle d'or du métier « Ce n'est pas toi l'histoire ». Tu peux faire entendre l'angoisse, la peine, la peur des gens qui sont autour de toi, mais toi, tu n'es pas important. La façon de voir son métier de journaliste, c'est de relayer ce que les gens qui sont sur le terrain ressentent. Les journalistes n'ont pas besoin d'aller très loin pour vivre les dangers du métier. Il y a quelques mois, un journaliste de Radio-Canada s'est fait attaquer alors qu'il filmait pour un reportage sur l'itinérance et la crise des opioïdes à Timmins, dans le nord-est de l'Ontario. À la suite de cet incident, le journaliste craignait de marcher au centre-ville puis de se faire attaquer par derrière ou en tournant un coin de rue. Le journaliste a dû consulter une psychologue, augmenter sa dose d'antidépresseurs et bénéficier d'un plan de sécurité qui inclut un taxi pour se rendre au bureau. Selon Nafissa Ismail, professeure de psychologie à l'Université d'Ottawa, plusieurs journalistes développent ces mécanismes dans le feu de l'action. Notre cerveau est capable, en quelque sorte, d'éteindre les régions du cerveau impliquées dans les émotions. On peut le faire pendant un certain temps, dans un certain type de circonstances, mais à la fin, on est tous humains. C'est souvent après coup que le journaliste se rend compte de ce qui lui est arrivé. C'est cette après-pensée qui vient davantage chercher les journalistes émotionnellement et qui continue à causer du stress. C'est toujours le choc, quand tu sors de ta zone de conflit et que tu reviens dans ton milieu. Anthony Feinstein confirme que le retour chez soi peut être très difficile pour les journalistes, surtout pour ceux qui ont une blessure morale. Il s'agit d'un état qui peut résulter du fait d'avoir été témoin, d'avoir perpétré ou de ne pas avoir empêché des actes qui transgressent votre boussole morale. Au Canada, cette blessure se trouve surtout chez les journalistes qui couvrent les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Le psychiatre le voit aussi chez ceux qui couvrent les changements climatiques ou qui reviennent de pays en guerre. L'indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les Canadiennes sont 12% plus susceptibles que les hommes de se sentir de plus en plus préoccupées par les pressions économiques associées à l'inflation. Bien que les femmes aient fait des progrès significatifs sur le marché du travail et dans les affaires, leur sécurité financière et leur possibilité de se constituer un patrimoine à long terme sont entravées car elles continuent d'être touchées de façon disproportionnée par la conjoncture économique. En travaillant avec un conseiller, elles peuvent bénéficier d'une perspective et de conseils pertinents en matière de planification financière et améliorer leurs connaissances financières, ce qui est essentiel pour renforcer leur autonomie financière et améliorer leurs finances. Bien que 44% des femmes aient déclaré que leur famille les avait aidées à acquérir des connaissances financières pendant leur enfance en leur parlant de budget, d'épargne et de planification financière, les jeunes femmes de la génération Z, donc âgées entre 18 et 24 ans, étaient les plus susceptibles d'avoir reçu un soutien de leur famille en matière d'éducation financière, soit 62% lancé en février 2021,
L'indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens, l'argent. Alors que le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d'un projet pilote visant à encourager le travail des personnes de 60 à 69 ans, plusieurs retraités se demandent si cela en vaut vraiment la peine. Les retraités craignent de voir leur rente diminuer s'ils restent sur le marché du travail. Sachez que la pension de la sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral est réduite si vos revenus annuels nets dépassent 86 912 $ pour l'année 2023. Dans ces revenus, on inclut les fonds de retraite tels que la sécurité de la vieillesse, le régime de rente du Québec, le fonds de pension d'employeur, etc., les retraites du fonds enregistré de revenus de retraite et le salaire. Vos revenus excèdent ce plafond? Chaque dollar supplémentaire entraînera un impôt de récupération de 15 cents de la pension de la sécurité de la vieillesse, et ce, à partir de 141 917 $ de revenus. Une personne entre 65 et 74 ans perdra toute sa pension de la sécurité de la vieillesse. Si vous recevez le supplément de revenus garanti du fédéral, chaque dollar gagné au-dessus de 5 000 $ le réduira de 25 à 75 %. Avec des revenus supérieurs à 21 624 $ pour une personne seule, le supplément de revenus garanti du fédéral est perdu en totalité. Voici un exemple chiffré pour un célibataire de 66 ans. Une personne qui n'a d'autres revenus que sa pension de la sécurité de vieillesse touchera un supplément de revenus garanti du fédéral mensuel maximum de 1 065 $ en mars 2024, montant libre d'impôt. Avec un revenu d'emploi supplémentaire de 10 000 $ par année, le supplément de revenus garanti du fédéral passe à 951 $ par mois. Si la personne perçoit en plus 10 000 $ en régime de rente du Québec annuellement, le supplément de revenus garanti du fédéral chutera à 383 $. Si elle n'a pas de revenu d'emploi, mais qu'elle perçoit la pleine pension de la sécurité de vieillesse et 10 000 $ de régime de rente du Québec, dès lors, le supplément de revenus garanti du fédéral sera de 484 $. C'est un pensez-y bien et cela devrait inciter à réfléchir avant de demander son régime de rente du Québec pour évaluer si on sera perdant ou pas. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faut aussi tenir compte des autres aspects reliés au travail, comme rester actif et avoir des contacts sociaux. Bon à savoir si vous avez entre 60 et 64 ans et que votre conjoint reçoit le supplément de revenu garanti fédéral maximal, vous pourriez être admissible à l'allocation, un montant versé par le fédéral d'un maximum de 1 354 $. Le revenu combiné du couple ne doit pas excéder 39 984 $ et des revenus de travail pourraient donc vous pénaliser. Du côté du régime de rente du Québec, les revenus de travail ne réduisent pas la rente. En continuant à travailler et à cotiser, vous devenez également admissible au supplément à la rente de retraite. Nouveauté depuis janvier 2024, les travailleurs de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite pourront arrêter de cotiser au régime des rentes du Québec et les cotisations de leur employeur cesseront aussi. Le jeu en vaut-il la chandelle? Pour un revenu de travail de 10 000 $, le salarié devra verser 416 $ annuellement, ce qui générera un supplément de rente par année à vie de 43 $. Cela deviendra rentable à partir de ses 74 ans. C'est pire pour les travailleurs autonomes qui doivent payer leur part de régime de rente du Québec et celle de l'employeur. Pour eux, il faudra attendre jusqu'à 82 ans pour que cela devienne rentable. Considérez aussi les conséquences fiscales, car votre taux marginal d'imposition augmentera si vous passez à une tranche de revenus supérieure. Toutefois, à partir de 60 ans, vous êtes admissible au crédit d'impôt non remboursable pour prolongation de carrière Québec.
Pour y avoir droit, il faut avoir eu 60 ans avant le 31 décembre 2023 et avoir gagné au minimum 5 000 $ pendant l'année. Ce crédit vient directement réduire la facture fiscale, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Entre 60 et 64 ans, le montant maximal du crédit est de 1 400 $ et il s'élève à 1 540 $ pour les 65 ans et plus. Attention, ces montants sont réduits si les revenus de travail sont supérieurs au seuil de 38 945 $ pour 2023. Les revenus de travail sont ceux gagnés dans le cadre d'un emploi, mais aussi les revenus nets d'entreprise. En restant sur le marché du travail, on a aussi accès aux autres crédits, allocations et déductions auxquels tous les travailleurs sont admissibles. Pour avoir une meilleure idée de ce qui restera réellement dans vos poches, utilisez le calculateur de revenus de travail conservé à la retraite en 2024 du ministère des Finances du Québec. Les infirmières praticiennes spécialisées sont essentielles au sein du système de santé québécois. Découvrez leur rôle pour favoriser l'accès aux soins de première ligne et par le fait même contribuer à désengorger les urgences. Depuis janvier 2021, l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre législatif et réglementaire entoure la profession des infirmières praticiennes spécialisées et permet l'élargissement de leur champ de pratique. Elles ont ainsi acquis une autonomie complète qui inclut notamment le droit de diagnostiquer des maladies, de prescrire des examens diagnostiques, des médicaments et des traitements médicaux. Les infirmières praticiennes spécialisées peuvent également orienter le patient vers un autre professionnel de la santé et effectuer des suivis de grossesse jusqu'à 40 semaines. Ce sont des professionnels de la santé possédant une formation étoffée. En plus de leur baccalauréat en soins infirmiers et de leur expérience clinique sur le terrain, elles détiennent une maîtrise en sciences infirmières ainsi qu'un diplôme d'études supérieures. Ces professionnels de la santé pourront donc fournir à leurs patients des soins infirmiers avancés et des soins médicaux. Les infirmières praticiennes spécialisées jouent un rôle crucial dans la prise en charge et l'accompagnement des patients de tout âge. Leur champ de compétences élargi leur permettent de traiter différents problèmes de santé, incluant les troubles mentaux ou des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, etc. Elles peuvent exercer leur métier dans un CLSC, un groupe de médecine de famille ou une clinique d'infirmières praticiennes spécialisées. Ces dernières offrent un meilleur accompagnement et une prise en charge optimale en travaillant en étroite collaboration avec les membres de l'équipe intra- et interprofessionnelle. Leur autonomie de pratique globale permet aussi d'accroître l'accessibilité aux soins de santé et de proximité afin de réduire la pression sur le réseau. 11 nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées ont récemment ouvert leurs portes dans les différentes régions du Québec. Ces établissements offrent un accès à une équipe de professionnels de diverses disciplines de la santé, tels que des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes et des nutritionnistes. Les usagers sans médecin de famille peuvent même être pris en charge par des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.